C'est officiel, les États-Unis rentrent en guerre contre l'Iran. Et ce qui se voulait être une opération éclair a bien effectivement touché et détruit sa cible en un rien de temps. En revanche, l'Iran nous réservait encore quelques surprises. Et ça, les marchés n'ont pas aimé du tout. Je te raconte tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 23 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui forcément est plutôt rouge aujourd'hui, même si on voit que le Bitcoin est déjà bien remonté, puisque si on compare à sa valeur d'hier, il est qu'à moins 0,6%. L'Ethereum, lui, il est qu'à moins 0,8%, donc finalement, par rapport à hier, c'est pas scandaleux. En revanche, c'est samedi soir que les États-Unis ont attaqué l'Iran, donc du coup, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que ça a bien commencé à descendre. Parce qu'après, si on regarde sur la semaine, vous voyez, sur 7 jours, on a bien corrigé. L'Ethereum, il a perdu 15%, le Bitcoin 5%. Alors les altcoins, je vous raconte même pas. Fartcoin moins 28, même Hype, il a perdu 20%, Bonk 20%, ENA 21%. AV 19%, Virtual 28%. Ouais, sur la semaine quand même, c'est pas Jojo. Mais en même temps, je l'avais prédit. Et je vous montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Et alors sur l'indice de la peur et de la cupidité, on est carrément passé dans la peur, on est à 37. Je vous rappelle que pour être dans la neutralité, il faut être au-dessus de 40. Vous vous rendez compte, il y a 10 jours, on était dans la cupidité, là, quasiment 67. Et là, aujourd'hui, on est déjà dans la peur. Bon, en même temps, il y a une troisième guerre mondiale qui est en train de se déclarer. Forcément, les marchés ont un peu peur. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis, donc à 1h du matin, heure de Paris, ont frappé 3 sites nucléaires en Iran. Bon, je vais pas vous faire toute la news, mais grosso modo, Israël avait attaqué l'Iran en les accusant d'avoir bientôt l'arme nucléaire. Et donc, de manière préventive, avait déjà attaqué des sites nucléaires, mais également des hauts généraux de l'armée iranienne. De manière préventive, Alors il faut savoir que les États-Unis et même la France ont aidé l'Iran à développer son nucléaire. Mais c'était dans un but purement civil. C'est-à-dire ils les a aidés à enrichir l'uranium pour qu'ils puissent s'en servir sur des centrales nucléaires par exemple. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le taux d'enrichissement pour le civil, c'est de 4 à 5% le taux nécessaire. Mais que l'Iran en était déjà à 84% et à partir de 90% on peut produire des armes nucléaires. Donc même si l'Iran disait que non, leur recherche portait exclusivement sur le civil, en réalité c'était pas forcément justifié parce qu'il n'y avait pas besoin de l'enrichir autant pour l'utiliser dans des centrales nucléaires. Donc bon, Israël a attaqué de manière préventive, et derrière les États-Unis sont arrivés et ont fini de planter le clou. Donc ils ont utilisé leurs avions B2, là vous savez les avions furtifs. Ils ont envoyé des bombes, vous savez, qui rentrent sous terre avant d'exploser. Ils ont explosé 3 bunkers iraniens. Mais alors Jay, en quoi ça nous concerne nous qui sommes dans la crypto? Forcément, la plus grande puissance économique mondiale qui rentre en guerre, ça crée de l'incertitude. Et les marchés n'aiment pas l'incertitude, donc forcément les prix vont chuter. Et pourtant, quand on regarde le replay de la journée de samedi à dimanche, on a ici, à 1h du matin, heure de Paris, les frappes des États-Unis sur l'Iran. Donc au début, le prix a commencé à dévisser un petit peu, et puis derrière, ça a pumpé. Et on avait rattrapé toute la baisse qu'on avait initiée depuis samedi. Et pourquoi selon vous? Mon hypothèse, c'est que le fait que les États-Unis rentrent en guerre contre l'Iran, en fait, ça pliait le game. Tant que c'était que Israël, son ennemi éternel, ça changeait pas grand-chose, puisque ça fait déjà plus de 50 ans qu'ils sont en train de se bombarder l'un et l'autre. En revanche, si un mastodonte comme les États-Unis arrive, et non seulement ils prennent part à la guerre, mais en plus, ils éradiquent 3 sites nucléaires. Qu'est-ce qui reste à l'Iran? Leurs alliés? La Russie? La Russie s'était officiellement désolidarisée de l'Iran dans la semaine. Donc ça laissait quartier libre aux États-Unis. Donc les États-Unis qui rentrent en guerre contre l'Iran, et qui éradiquent 3 sites nucléaires, c'était synonyme de paix. C'est-à-dire que l'Iran n'avait aucun moyen de répliquer, et surtout, ils n'allaient pas s'attaquer non plus aux États-Unis, parce que là, les États-Unis, ils ont de quoi les raser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur a fallu quelques heures pour se remettre, mais dès 15h, heure française, dans la journée de dimanche, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé qu'ils bloqueraient le détroit d'Ormuz. Et là, par contre, les marchés ont bien chuté. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz, c'est par là que passe 20% du commerce du pétrole mondial. C'est pas étonnant, je vous montre pourquoi. Regardez sur cette carte. L'Iran, c'est ici. Le détroit d'Ormuz, c'est là. Il y a 50 km entre cette rive-là et cette rive-là. Et en fait, tout le pétrole qui vient du Koweït, d'Irak, d'Arabie Saoudite, du Qatar, est obligé de passer par là. Donc si l'Iran bloque ce petit bras de mer là, ces 50 km, c'est le commerce du pétrole qui est gravement impacté. D'ailleurs, regardez sur la journée de dimanche. Dès l'ouverture des marchés futurs, on a le prix du pétrole qui est parti à la hausse. Et pas qu'un peu, vous avez vu la mèche? Et c'est normal parce que si 20% du commerce du pétrole mondial est impacté, c'est 1/5, c'est énorme. Donc les gens ont prévu qu'il y aurait une pénurie de pétrole, en tout cas que le prix du pétrole s'apprécierait, et c'est pour ça que les futurs sont partis en folie. Et à l'inverse, les crypto-monnaies, elles, ont chuté.
Le Bitcoin le premier, c'est pareil sur le Nasdaq, le SP500 et tout ce qui est coté en bourse, quoi. Mais ça n'a pas duré, ça a chuté un moment, puis après il y a les gens qui se sont rappelés, mais attendez, 50 km c'est quand même énorme à barrer. Combien de bateaux il faudrait effectivement pour bloquer tout ce canal-là? 50 km. Alors évidemment, ils vont pas bloquer physiquement là, avec des bateaux à la queue leu, hein, mais même 50 km c'est énorme à couvrir. Et puis après ils se sont rappelés d'une autre chose. Les États-Unis sont en guerre avec eux. Et les États-Unis, ils ont des sous-marins. Donc combien de temps ils vont bloquer ce petit canal-là? Combien de temps? Combien de temps ils seront capables de bloquer ce canal? Surtout que l'Iran n'est pas connu pour son armée navale. Hein. Donc là, clairement, l'Iran a montré les dents, mais face aux États-Unis et à Israël, ce sont des dents en plastique. Hein. Et donc du coup, le temps de digérer cette news, le Bitcoin est reparti à la hausse, quasi au même niveau de dimanche, quoi. Donc on est à 102 000 $, alors que effectivement dimanche on était à 102 800. Samedi au mieux on était à 103 900. Bon, pas grand chose finalement. Hein. Enfin, dans tous les cas, cette petite chute là a bien liquidé les gens. On a plus d'1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées sur les dernières 24 heures. Et évidemment, le tableau est plutôt vert, puisque ce sont des gens qui étaient en pari à la hausse, donc en longue, qui se sont fait liquider. Le prix est tellement décédé que ça a touché leur point de liquidation ou leur stop loss. Et alors 1 milliard c'est pas rien, hein, parce que du coup, ça nous donnera peut-être assez d'énergie pour pouvoir repartir fortement à la hausse. À suivre. Alors à part la guerre, il y avait pas beaucoup de news aujourd'hui. J'ai hésité à vous faire la vidéo, mais vu ce qui s'était passé, je ne pouvais pas passer à côté. En revanche, malgré le peu de news disponibles, je vous ai quand même sélectionné l'essentiel. Alors la première, c'est que le président de l'Institut national chinois pour les finances et le développement, Li Yang, déclare que le stablecoin renforce le pouvoir du dollar américain. Il appelle donc à la création d'un stablecoin en RMB, donc en yuan, via Hong Kong pour défendre la souveraineté monétaire. Et il a raison parce que 95% des stablecoins aujourd'hui sont adossés au dollar. Et je vous rappelle que pour pouvoir émettre du stablecoin, de l'USDT par exemple ou de l'USDC, il faut avoir une parité de 1 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque USDT qui est produit, il faut avoir un dollar correspondant. Donc forcément, ces sociétés achètent du dollar et du coup le maintiennent fort. Et on termine déjà les news par les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée de vendredi, on a 6,4 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 11,3 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Autant vous dire 3 fois rien. Par contre, sur toute la semaine, on a plus de 1 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 40,3 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Mais du coup, un point positif, c'est qu'il y a 11 638 Bitcoin qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, alors que seulement 3 150 ont été minés sur la semaine dernière. Donc on a une demande qui est quasiment 4 fois supérieure à l'offre. Enfin, en tout cas, à la création. Donc forcément, ça soutient le prix à la hausse. Et alors, on passe tout de suite à la liquidation heatmap et on voit que malgré les belles liquidations, la belle poche jaune qu'il y a là au-dessus des 111 000 $, on a d'abord été chercher en bas, passant même en dessous des 100 000 $. On a touché les 98 000 $, attention. Hein. Et là, si on regarde sur 3 mois, on voit qu'effectivement, en dessous, il y a encore un peu de liquidité. En revanche, moi, j'ai vraiment le sentiment que là, ça y est, on a fait un bottom et qu'on va repartir à la hausse. Et je vous montre ça tout de suite en analyse technique. Alors, encore une fois, je vais pas vous dire que j'ai une boule de cristal, mais j'aurais bien aimé. Mais en tout cas, j'avais vraiment snipé le bottom de manière ultra précise. Vous voyez, j'avais tracé ça, c'était vendredi dernier. Donc, c'était même pas vendredi 20, c'était vendredi 13. Vendredi 13 dernier, vous voyez, c'était il y a 9 jours. J'avais déjà tracé en fait exactement la même pattern et donc on est venu toucher pile poil le bottom que j'avais trouvé ici. Donc vous voyez, c'est le même graphique, j'invente rien. Donc je disais qu'effectivement, il fallait que le prix respire un petit peu après avoir eu une belle hausse spectaculaire de 50% en un mois et demi. Donc ici, le 5 juin, on était venu prendre les liquidités qu'il y avait là, sous les 100 400 $. Et sur la journée d'hier, on est venu retravailler le fair value gap qu'il y avait ici, donc la zone d'imbalance, la zone de déséquilibre, où le prix n'a pas été contesté, il n'a fait que monter. Et donc on est venu là retravailler sur le niveau des 98 500 $, quasiment en entier. Et on a déjà bien rebondi et on est reparti à la hausse. Donc là, effectivement, on est en bas de canal. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher des longues. Pour le trading, on va chercher plutôt à acheter le marché plutôt qu'à le vendre, c'est-à-dire à parier à la hausse. Et alors du coup, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que les news et le fondamental, c'est très bien. En revanche, l'analyse technique, c'est ultra puissant, puisque c'est pas forcément la news en fait qui va faire chuter le prix. Alors évidemment, ça va l'accélérer. Mais du coup, c'est plus un catalyseur qu'un donneur de tendance. Le prix était déjà en train de partir à la baisse. Ce début de guerre, finalement, n'a fait que accélérer les mouvements du prix du Bitcoin. C'est ma conviction, c'est en tout cas ce que l'analyse technique me dit. Puisqu'il y a 9 jours, c'était pas prévu que les États-Unis rentrent en guerre. Hein. Enfin voilà, à présent, je pense qu'effectivement, là c'était un bottom. En tout cas, ça y ressemble. Et que là, on risque de remonter tranquillement. Alors peut-être un peu plus haut que ça. Hein. Là, c'est quoi? J'ai mis 106 341. Ouais, peut-être jusqu'à 107 000. Voire si on va sur le haut du canal, 108 800. Tant qu'on reste en dessous de cette mèche-là. Là. La mèche qui avait à 109 000 $. Si on break ce niveau, il y a de fortes chances qu'on parte beaucoup plus haut. En revanche, pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est qu'on se fasse rejeter avant. Et alors, normalement, je trade pas le week-end, mais alors là, c'était trop tentant. Je me réveille dimanche matin, qu'est-ce que je vois? On était bien descendu dans la nuit, je vois qu'on était en train de remonter, qu'on avait une petite tendance haussière sur l'espace de quelques heures.
Et je vois que cette tendance a été cassée. On a fait un petit pullback et on a commencé à descendre. Moi, je me suis réveillé dans ces eaux-là. Et je vois que là, en fait, je sais pas si vous voyez tous les niveaux. Là, on a des niveaux daily, weekly, monthly. Donc, c'est un niveau qui est assez puissant. Et je vois qu'on a du mal à le traverser. On a vraiment du mal. Et je me dis, bon, bah, je vais me positionner sur ce plus haut qui était là. Et je vais mettre mon stop loss au-dessus de ces plus hauts là. Je me dis, bah, si on repasse au-dessus de ça, en fait, on va casser la tendance baissière et on va repartir à la hausse. Donc je me dis, bah, je tente, on est dimanche, je tente. Et en plus de ça, il y avait effectivement la menace qui planait de l'Iran, que l'Iran annonce qu'il bloquerait le détroit d'Ormuz. Donc je me suis dit, allez, je tente. Je place un petit trade comme ça, j'ai même pas eu le temps de dire ouf, vous voyez, j'ai pris 4 R. Alors parce que voilà, j'ai mis mon TP juste avant cette mèche-là. Je me suis dit, si jamais on s'arrête avant, voilà. Mais en fait, j'étais loin d'imaginer qu'on allait drop autant, hein, parce que là, sur ce trade-là, bah, je voyais, j'ai risqué $100 sur la partie bleue là. Mais si j'avais effectivement été jusqu'au support daily, là on a rebondi pile poil dessus, je pouvais prendre 20 R, donc 2000 balles sur ce trade. Bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, donc j'ai déjà pris 4 R, donc 400 balles, c'est déjà très bien. Voilà. Et alors l'Ethereum, bon, bah, l'Ethereum il avait de l'avance, hein. Donc on a carrément enfoncé tous les précédents plus bas. Et au final, c'est exactement ce que je vous disais et ce dont j'avais peur. C'est que là, on avait fait une pattern qui est très connue en SMC. C'est ce qu'on appelle la pattern AMD. Accumulation, manipulation. On vient chercher des liquidités au nord pour la distribution. Donc accumulation, manipulation, distribution. Le mouvement final, effectivement, de l'Ethereum, c'était un mouvement à la baisse. Et c'était pas non plus étonnant, parce que vous avez vu cette zone d'imbalance là. On a une grosse zone où le prix n'a pas été contesté et forcément, elle n'a pas été retravaillée. C'est plutôt sain qu'on vienne retravailler un petit peu avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc l'Ethereum n'a même pas touché les $2100. On s'est arrêté à 2118 par là. Et là, au moment où je vous parle, on est sur les 2667. Donc, il s'est déjà bien rattrapé. Mais je vous avoue que je serai quand même beaucoup plus confiant quand on aura réintégré le range là. Et alors, le ratio Ethereum-Bitcoin, bah, forcément, il a chuté, hein, parce que à chaque fois, le Bitcoin, quand il y a une chute, bah, il est plus solide que l'Ethereum. Là, encore une fois, ça s'est prouvé. Et malgré la belle divergence cachée qu'on avait, et bah, le prix a enfoncé le support. Et on se retrouve de nouveau à 0,22. Bon, c'est pas aussi catastrophique que le mois d'avril, hein. Au mois d'avril, on était à 0,017. Mais écoutez, pareil, exactement comme l'Ethereum, il avait une zone d'imbalance là. Et finalement, c'est plutôt sain qu'on vienne la retravailler avant de pouvoir repartir à la hausse. Je l'espère. Que là, si on continue de chuter, ça fera un beau Bart Simpson, hein. C'est pareil, c'est une pattern qui est très connue en trading. Et honnêtement, je préférerais qu'on ne la fasse pas. Et alors, nouvelle ATH, enfin ATH local en tout cas, mais sur plusieurs années en tout cas, c'est assez vrai. La dernière fois qu'on a atteint ce niveau, c'était quand? C'était au mois de janvier 2021. Et ben, on a la Bitcoin dominance qui continue de monter, On est à 65,67%, on est quasiment monté à 66%. Forcément, quand Bitcoin perd 5%, les altcoins perdent 15%. Donc la Bitcoin dominance ne peut que monter. Et vous voyez, je vous l'avais dit, ce n'est pas encore le moment de se positionner sur les altcoins. Même s'il y en a quelques-unes qui explosent, ne soyez pas impatients, vous pouvez encore vous faire déchirer. Et alors, juste avant de conclure, je voulais juste informer que cette vidéo sera probablement la dernière de la semaine, voire du mois, puisque je pars en vacances et que du coup, j'aurai pas accès à un ordinateur, peut-être même pas à Internet. Mais t'inquiète pas, ce sera l'occasion pour moi de recharger les batteries et de revenir encore plus motivé pour t'informer des dernières news crypto, mais également pour partager sur le trading ensemble. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour moi de terminer cette grosse vidéo que je suis en train de vous préparer sur le trading. Je reviens le 16 juillet, gonflé à bloc et prêt à te transmettre tout mon savoir en trading. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!